Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une conférence live sur les maladies auto-immunes et les toxidermies. Est-ce que vous m'entendez bien? Et vous me voyez bien parce que je crois qu'on a eu un petit souci au début. Ok, c'est bon, je vois vos commentaires, donc vous m'entendez bien. Donc on fait ce soir une conférence sur les maladies auto-immunes et toxidermies. Comme je savais pas trop le niveau des gens qui regardaient la conf, j'ai fait une conf assez simple. Bon, il y a des petites choses qui peuvent être plus compliquées, mais assez simples. On va avoir surtout de la physiopathe, et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas avec le chat, j'y réponds petit à petit. Et puis souvent, je vous pose plein de questions, donc vous n'hésitez pas à y répondre, comme ça c'est plus interactif et c'est plus intéressant pour vous. Donc, pour vous parler un petit peu de Cartésia, pour ceux qui connaissent pas, le but c'est vraiment de comprendre la physiopathe, de comprendre les maladies, de comprendre la base pour après retenir plus facilement. Et puis bien sûr, on vous donne plein de petits conseils et aussi pour la pratique. Cartésia, ça regroupe toutes les spécialités avec plein de conférences en vidéo, les conférences qui sont soit en live, soit en replay. Et puis vous avez des petits focus plus synthétiques. Par exemple, pour ceux qui sont inscrits à Cartésia et qui ont regardé certaines vidéos de dermato, là j'ai fait des dossiers tout à fait différents des autres, c'est des pathologies qu'on a moins abordées, donc ça sera aussi nouveau pour vous, pour pas que ça soit redondant, et vous retrouverez les vidéos sur Cartésia. Ça c'est un peu pour faire la pub avant de débuter. Si vous vous inscrivez avant le 31, je crois que vous payez 130 € en moins, donc si la conf elle vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire. On commence avec le premier dossier. Je vous laisserai du temps petit à petit pour y répondre. Et puis à la maison, n'hésitez pas à répondre aux questions. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter. Alors, le premier dossier, c'est un patient de 86 ans qui se présente aux urgences pour cette dermatose prurigineuse et douloureuse. Il présente dans ses antécédents un diabète de type 2 et une hypertension artérielle non traitée. Donc vous voyez ce patient qui présente certaines lésions, ça doit faire tilt normalement pour vous et vous devez penser à une certaine maladie. Là, la première question, c'est quelles sont les caractéristiques cliniques de ces lésions? Est-ce que c'est des bulles tendues à contenu clair? Est-ce que c'est des pustules? Est-ce que les lésions, elles sont réparties de manière symétrique sur le corps? Est-ce que les lésions, elles sont plutôt aux zones de flexion ou aux faces internes des cuisses? Est-ce qu'il y a des placards urticariens? Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Si certains veulent mettre les réponses en même temps, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Si vous préférez répondre à la maison de votre côté, il n'y a pas de souci aussi. Ok, je vois pas mal de réponses. Donc là, il fallait répondre ACDE. On voit des bulles qui sont tendues. Les bulles, vous voyez, elles sont bien tendues sur un fond érythémateux. Elles sont à contenu clair. Elles auraient pu être à contenu hémorragique, ça n'aurait pas changé le diagnostic. Il n'y a pas de pustules. Les pustules, c'est beaucoup plus petit avec un fond purulent. Les lésions, elles sont réparties de manière symétrique. Vous voyez sur les deux faces internes des cuisses, au niveau des bras, c'est vraiment très symétrique. Elles sont au niveau des plis de flexion et à la face interne des cuisses et il y a des placards urticariens. Cet aspect érythémateux, un petit peu boursiflé avec de l'œdème, ça c'est très urticarien. Donc vous suspectez une maladie bulleuse auto-immune. Quelle maladie vous suspectez? Est-ce que ça vous fait plutôt penser à un pemphigus, à une épidermolyse staphylococcique, à une dermatite herpétiforme, à une nécrolyse épidermique toxique ou à une pemphigoïde bulleuse?
Je vois déjà des très bonnes réponses. Je pense que ça a été plus facile. Donc là, on a une personne assez âgée qui présente des bulles tendues à fond érythémateux. Bien sûr, il faut évoquer en première intention la pemphigoïde bulleuse, qui est une maladie surtout chez les personnes âgées avec des bulles très tendues. Donc vous aviez tous raison. À l'interrogatoire, vous cherchez des arguments pour vous orienter vers cette pathologie. Est-ce que vous cherchez la prise récente d'un médicament? Est-ce que s'il a pris un médicament récemment, ça aurait pu déclencher cette maladie? La présence de fièvre, la présence d'un prurite depuis 6 mois, la présence d'une odynophagie et la présence d'une intolérance au gluten. Donc très bien, là il fallait chercher la prise récente d'un nouveau médicament et notamment la prise de bêta-bloquant chez un monsieur qui a une hypertension artérielle. Il faut aussi chercher la présence d'un prurite depuis 6 mois. Il faut savoir que dans les pemphigoïdes bulleuses, souvent les gens ils se grattent énormément. Ils n'ont pas forcément de bulles, ils commencent à avoir des éosinophiles et puis à peu près 3 à 4 mois après, on a des bulles qui apparaissent. La présence de fièvre, non. La présence de fièvre, c'est surtout quand on cherche une infection, une méningite dans les purpura sur méningite. L'odynophagie, on dit classiquement que dans la pemphigoïde bulleuse, il n'y a pas d'atteinte des muqueuses, contrairement à d'autres maladies bulleuses qu'on va voir après. La présence d'une intolérance au gluten, non, c'est dans une autre maladie bulleuse auto-immune qu'on verra par la suite. Donc, quel examen complémentaire vous permet d'affirmer le diagnostic de pemphigoïde bulleuse? Est-ce qu'il faut que vous fassiez... Est-ce qu'un YONO, ça va vous permettre de confirmer la maladie? Est-ce qu'une NFS, ça vous permet de confirmer la maladie? Ou alors, on fait plutôt une histo ou des immunofluorescences? En attendant que les gens réfléchissent, je réponds à une question. Un plaqué urticárien, visuellement, sur une photo, oui. En vrai, c'est à la fois érythémateux et ça fait vraiment comme l'urticaire. C'est-à-dire que c'est un peu œdémacié. T'as l'impression qu'il y a de l'eau dans la peau. C'est un peu plus en relief. Un placard érythémateux, souvent, c'est plan, alors qu'un placard urticárien, ça peut être un peu plus en relief. Mais c'est érythémateux, donc sur une photo, souvent, on voit pas la différence. Je vois des très bonnes réponses. Pour confirmer le diagnostic, il faut bien faire une histo et les immunofluorescences. On verra après c'est quoi la différence entre ces examens. Je vois certains qui mettent la présence d'une hyperéosinophilie au iono et à la NFS, pardon, ça va vous orienter vers une pemphigoïde bulleuse, mais dans plein d'autres maladies, on retrouve une hyperéosinophilie. Notamment dans la dermatite atopique, on peut avoir une hyperéosinophilie. Dans certaines parasitoses, on peut avoir une hyperéosinophilie. Donc une NFS, ça peut vous orienter, mais ça ne confirme pas. Donc vous prescrivez bien vos immunofluorescences, vous prescrivez à la fois une immunofluorescence directe et des indirectes. Et qu'est-ce que vous attendez de ces examens? Si c'est bien une pemphigoïde bulleuse, est-ce que vous allez trouver un dépôt en maille intraépidermique? Est-ce que plutôt vous allez trouver un dépôt linéaire le long de la membrane épidermique? Est-ce qu'il va y avoir des immunoglobulines G, du dépôt de complément, ou plutôt une fixation des anticorps au toit de la zone de clivage? Alors on me demande si l'immunofluorescence indirecte c'est indispensable. En tout cas, si elle est positive, ça te confirme le diagnostic. Donc moi pour le CN, je cocherai oui. Et en pratique, on la fait tout le temps. Donc la plupart des... Vous avez plutôt les bonnes réponses. Il vous manque juste la E. Donc le dépôt en maille intraépidermique, ça se voit dans le pemphigus.
Le dépôt linéaire, c'est bien dans les maladies bulleuses de la jonction, notamment la pemphigoïde bulleuse. Et la fixation des anticorps au toit, ça on va le revoir après, mais c'est vrai. Dans les maladies bulleuses, notamment pemphigoïde bulleuse, les anticorps ils fixent au toit, alors que dans l'EBA par exemple, ils fixent au plancher. On va revoir après, je vous ai fait un petit topo sur la pemphigoïde bulleuse. Donc là c'était bien BCDE. Vous faites une histo, qu'est-ce que vous allez trouver à l'histo? Est-ce que c'est des bulles qui sont sous-épidermiques ou intra-épidermiques? Est-ce que vous allez voir des éosinophiles? Est-ce que vous allez voir un infiltrat dermique? Ou est-ce que vous allez voir une nécrose kératinocytaire à votre histo de pemphigoïde bulleuse? Super, vous avez les bonnes réponses. Donc on voit une bulle qui est sous-épidermique avec des éosinophiles et il y a un infiltrat inflammatoire. La bulle intraépidermique, c'est dans le pemphigus. La nécrose kératinocytaire, c'est par exemple dans le syndrome de Lyell, dans les toxidermies. On vous met le résultat de vos biopsies. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais l'image de droite, c'est une histologie, alors que l'image de gauche, c'est une immunofluorescence directe. Il faut que vous arriviez à donner le diagnostic. Est-ce que ça vous confirme la pemphigoïde bulleuse que vous suspectiez quand vous voyez ces examens? Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère, sinon ça va être compliqué. Donc, vous avez une bulle qui est sous-épidermique, qui est à la jonction entre le derme et l'épiderme. Vous voyez, il y a toute la couche de l'épiderme qui est respectée et il y a une vraie jonction au niveau de la membrane basale. Et quand on regarde l'immunofluorescence, vous avez un dépôt qui est tout à fait linéaire. La partie verte fluo, c'est le dépôt linéaire en immunofluorescence directe et c'est ce qu'on veut voir quand on a une pemphigoïde bulleuse. La pemphigoïde bulleuse, c'est une maladie qui est considérée comme grave parce qu'il y a un taux important de décès, parce que c'est des personnes qui sont âgées, qui ont beaucoup de pathologies. Quelles sont les complications possibles chez un monsieur qui a une pemphigoïde bulleuse? Est-ce qu'il peut décéder? Est-ce qu'il peut avoir une surinfection bactérienne? Est-ce qu'il peut décompenser son diabète? Est-ce qu'il peut avoir des sténoses trachéales? Est-ce qu'il peut avoir des synéchies conjonctivales? Parfait, vous avez les bonnes réponses. Donc les patients, ils peuvent décéder. Ils peuvent se surinfecter. Souvent, c'est des patients, ils ont des énormes bulles sur la peau. On va percer ces bulles, mais l'épiderme peut être mise à nu parce que la peau est beaucoup plus fragile. Et donc, ils peuvent avoir des surinfections bactériennes. Et ils peuvent décompenser leur diabète, surtout à cause des dermocorticoïdes qu'on va leur mettre. Les synéchies conjonctivales, c'est dans d'autres maladies bulleuses auto-immunes, des maladies bulleuses qui sont beaucoup plus profondes, notamment la pemphigoïde des muqueuses ou l'épidermolyse bulleuse acquise, donc le BA. Les sténoses trachéales, on les voit surtout dans les pemphigoïdes des muqueuses. C'est pas la même chose une pemphigoïde des muqueuses et une pemphigoïde bulleuse. Pemphigoïde des muqueuses et pemphigoïde cicatricielle, c'est la même chose.
quel est le traitement que vous allez mettre en première intention? Est-ce qu'il faut percer les bulles? Est-ce qu'il faut enlever le toit de la bulle? Est-ce qu'il faut mettre des antalgiques, des antibiotiques, ou est-ce qu'il faut mettre une corticothérapie locale forte classe? Quand vous voyez un patient comme ça aux urgences qui arrive ou dans votre service de dermato, quelle est la prise en charge que vous devez réaliser? Donc, il faut percer les bulles. Pourquoi on perce les bulles? Parce que il y a du liquide à l'intérieur de ces bulles et le risque, c'est que si on les perce pas, ce liquide, il peut s'infecter. Donc, on perce les bulles, on assèche les bulles sans enlever le toit. Donc, on a la bulle comme ça, on la perce, donc après elle devient plate, mais on n'enlève pas le toit de la bulle. Le toit de la bulle, il reste. Ça permet de protéger l'érosion post-bulleuse. Antalgiques s'ils sont douloureux, et on met une corticothérapie locale forte classe, c'est important. Le traitement dans la pemphigoïde bulleuse, c'est le dermoval. D'accord, on met pas de diprozone, on met vraiment une forte classe et on met vraiment des bonnes doses, c'est-à-dire qu'on met 3 tubes de dermoval sur l'ensemble du corps jusqu'à temps que les patients ils ont plus de bulles, puis après on continue le traitement tous les jours pendant 15 jours et puis on diminue très progressivement. Mais les personnes qui ont une pemphigoïde bulleuse, souvent ils gardent des dermocorticoïdes à peu près 1 an. Et chez les gens qui font des petites rechutes quand on diminue, ils vont garder leurs dermocorticoïdes des années. Mais le traitement un peu minimum, c'est pendant 1 an. Le patient, il présente une rechute 6 mois après. Et il présente une hémoglobine glyquée à 10%. À l'examen, vous retrouvez ces lésions. Est-ce que ça vous fait penser à des bulles hémorragiques? Est-ce que ça vous évoque une dermatoporose, un purpura de Batman? Est-ce que ça fait plutôt carcinome cutané? Est-ce que ça témoigne d'une maladie peu contrôlée? Là, vous voyez, vous avez des lésions qui sont érythémateuses violacées au niveau du bras d'un patient. Chez un monsieur qui a mis des dermocorticoïdes. Je vois des très bonnes réponses. Donc ça c'est bien un purpura de Batman. Un purpura de Batman, qu'est-ce que c'est? C'est quand on met des dermocorticoïdes de forte classe. Petit à petit, la peau, elle s'atrophie et du coup, on voit les vaisseaux par transparence. C'est la même chose qu'une dermatoporose. Une dermatoporose, c'est des patients qui ont la peau beaucoup plus atrophiée. Donc, dermatoporose, c'est le fait d'avoir une peau très fine, comme une peau en papier de cigarette. Et le purpura de Batman, c'est vraiment les lésions rouges qu'on voit là, les lésions qui ne s'effacent pas à la vitropression. C'est pas des bulles hémorragiques puisqu'il n'y a pas de bulles, c'est pas un carcinome cutané. Et ça ne témoigne pas d'une maladie peu contrôlée, ça témoigne juste qu'on a mis beaucoup trop de dermocorticoïdes. Donc ce patient, il a un diabète décompensé, il a une dermatoporose très importante induite par les dermocorticoïdes. Quel traitement on va pouvoir lui proposer? Est-ce que vu qu'il est en rechute, on remet un peu de dermocorticoïdes? Est-ce qu'on lui met plutôt une corticothérapie générale? Est-ce qu'on lui met du métaux? Est-ce qu'on lui fait de la photothérapie? Ou est-ce qu'on lui fait un peu d'azatioprine? J'ai une question de Justine. Oui, le dermoval, c'est bien le propionate de clobétasol. Il y a des très bonnes réponses.
Donc là, on remet pas on essaye en tout cas de pas remettre de dermocorticoïdes chez les patients qui ont une dermatoporose, parce que là, sa peau, elle est vraiment trop atrophiée. On met pas non plus de corticothérapie générale chez ce monsieur, parce qu'il a un diabète complètement décompensé avec une hémoglobine glyquée à 10%. Mais on aurait pu en mettre, c'est un traitement de deuxième intention. Souvent, on met corticothérapie générale 0,2 ou 0,3 mg/kg et on peut monter jusqu'à 0,5, mais c'est souvent des patients qui ont beaucoup de comorbidités, donc on n'aime pas trop. Le méthotrexate, oui. La photothérapie, non. Et l'azatioprine, oui. Sachant qu'on préfère un petit peu le méthotrexate à faible dose. L'évolution de la pemphigoïde bulleuse, elle est favorable sous méthotrexate, mais le patient, il vous consulte parce qu'il y a de nouvelles bulles qui sont apparues. Et ces bulles, elles ont une érosion purulente avec une croûte millésérique. Qu'est-ce que vous devez évoquer? Est-ce que on évoque un herpès, une impétiginisation, un érythème polymorphe, une dermite caustique ou une toxidermie au méthotrexate? Donc vous avez des lésions qui sont purulentes avec une croûte millésérique. Pourquoi le méthotrexate? Parce que c'est dans les recommandations, on voit que ça marche assez bien le méthotrexate. Après, c'est vrai que normalement, le méthotrexate, le but, c'est d'inhiber les neutrophiles. Mais ça marche très bien dans la pemphigoïde bulleuse. Donc, méthotrexate. Vous avez raison, c'est bien une impétiginisation des lésions bulleuses. Vous décidez donc de le mettre sous pristinamycine. Et 7 jours après, le patient il consulte aux urgences parce qu'il a une asthénie, il a un érythème diffus sur l'ensemble du corps et vous suspectez une toxidermie. Devant le délai d'apparition, donc c'est apparu 7 jours après le début de la pristinamycine, quelle toxidermie vous pouvez évoquer? Est-ce qu'on peut évoquer un érythème polymorphe fixe, un EMP, érythème maculopapuleux, un DRESS, une PEAG ou un syndrome de Lyell? Quand on a une toxidermie qui apparaît sous 7 jours. Ok, on a des avis un petit peu divergents. Donc quand le délai c'est 7 jours, c'est souvent un EMP ou un syndrome de Lyell. Érythème polymorphe fixe, ça apparaît beaucoup plus rapidement. Le DRESS, au contraire, ça apparaît beaucoup plus tardivement, dans les 2 à 8 semaines. La PAG, c'est beaucoup plus précoce, 1 à 4 jours à peu près. Érythème maculopapuleux, oui, c'est entre 4 et 10 jours. Et le syndrome de Lyell, oui, souvent entre 7 et 21 jours. Je vous ai mis le petit tableau. Donc vous voyez EMP 4 à 14 jours, photoallergie 7 à 21 jours, EPF moins de 48 heures, PEAG 1 à 4 jours, DRESS 2 à 6 semaines, sachant qu'il y a des DRESS beaucoup plus courts, notamment aux produits de contraste, ou quand les patients y réintroduisent le médicament, ça peut être beaucoup plus court. Et syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell, 7 à 21 jours. Là, le patient, vous le voyez, il présente de vastes lambeaux d'épiderme décollés, ça fait vraiment un aspect un peu de linge mouillé. Et il a des érosions buccales, vous trouvez un signe de Nikolsky. Donc, quelle toxidermie vous suspectez devant ce tableau d'un monsieur qui décolle sa peau et qui a un signe de Nikolsky positif? Là, il n'y a qu'une toxidermie à suspecter. Très bien, il faut suspecter un syndrome de Lyell. Dans quelle autre maladie vous pouvez trouver un signe de Nikolsky positif? Est-ce que dans la dermatite herpétiforme, on trouve un signe de Nikolsky? Est-ce que dans le pemphigus, on en trouve un? Dans le DRESS?
dans le syndrome d'épidermolyse staphylococcique aiguë ou dans la scarlatine staphylococcique. Sachant que le signe de Nikolsky, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on fait une pression en peau saine, ça décolle la peau. Donc c'est dans le pemphigus. Donc je rappelle par exemple quand vous avez un pemphigus, souvent les patients ils ont des bulles qui sont flasques et souvent uniquement des érosions post-bulleuses. Il ne faut pas faire le signe de Nikolsky sur l'érosion parce que là ça va revenir positif. Il faut faire le signe de Nikolsky à distance de l'érosion, donc en peau saine pour que ça soit positif. Et dans le syndrome d'épidermolyse staphylococcique aiguë, puisque le staphylocoque il libère une toxine qui va décoller, qui va rompre la jonction des desmosomes, et c'est pour ça qu'on a aussi un signe de Nikolsky. Et cette toxine, elle est beaucoup moins libérée dans la scarlatine staphylococcique, et c'est pour ça qu'on n'a pas de signe de Nikolsky. Je crois que c'est la dernière question de ce dossier. Donc vous avez un signe de Nikolsky, vous avez un syndrome de Lyell chez ce monsieur. Comment vous allez le traiter? Est-ce qu'il faut lui mettre des antibiotiques par voie générale, une corticothérapie IV? Est-ce qu'il faut lui faire une biopsie cutanée, des gaz du sang, ou est-ce qu'il faut le réhydrater par les veines? Ok, je vois certaines réponses. Donc, le traitement quand on a un syndrome de Lyell, premier traitement, arrêter le médicament qui est possiblement en cause. Deuxième traitement, c'est des patients qui vont souvent en réanimation parce qu'il faut comprendre que leur peau, donc la barrière cutanée, elle est complètement décollée. Donc, ils vont perdre énormément d'eau et ils vont perdre rapidement la chaleur cutanée. Donc, il faut les réhydrater par les veines assez rapidement pour essayer de compenser la perte qu'ils vont avoir. Il faut les mettre dans des pièces chauffées pour qu'ils conservent leur température corporelle. Il faut leur faire des gaz du sang parce que l'épiderme qui se décolle au niveau de la peau, il y a aussi des décollements de l'épithélium respiratoire. Donc c'est des patients qui peuvent être rapidement en détresse respiratoire et c'est pour ça que souvent ils vont en réanimation, ils peuvent même être intubés, donc on leur fait des gaz du sang. Et il faut une biopsie cutanée parce que la biopsie cutanée, elle nous permet de confirmer le diagnostic même si souvent il est confirmé, mais on voit une nécrose des kératinocytes. Le traitement antibiotique, il est uniquement si on a un point d'appel, mais pas de corticothérapie IV. Voilà. On met pas d'antibiothérapie préventive, on met une antibiothérapie si les patients ils ont des signes d'infection. Et le traitement au niveau de la peau, c'est vraiment de les crémer de vaseline pour essayer que les lambeaux de peau qui restent sur la peau et restent accrochés à la peau. On fait une biopsie parce qu'on a besoin de prouver le diagnostic. C'est quand même un diagnostic très grave et qui va contre-indiquer à vie certains médicaments. Surtout que là, je vous montre des photos de syndrome de Lyell avancé, mais le syndrome de Lyell, ils n'arrivent pas à forcément décoller comme ça. Ils peuvent arriver avec des macules assez violacées, purpuriques, et puis ils vont décoller après. Donc, on fait des biopsies systématiques. On met pas de corticoïdes parce que d'une, ils ont un gros risque d'infection. Donc, les corticoïdes, ça va les faire
ça va leur faire flamber encore plus leurs infections, et parce que ça va pas diminuer le décollement cutané. En biopsie, pas forcément en zone particulière, puisque souvent ils ont par exemple, s'ils ont un début de décollement sur le thorax, on va biopsier au niveau de la partie décollée, mais s'ils sont complètement décollés, on biopsie n'importe où. La corticothérapie, alors, c'est des patients qui sont extrêmement graves, donc non, on met pas de corticoïdes parce qu'il y a un gros risque infectieux. Ça peut se discuter de mettre des immunoglobulines par voie IV, mais on met pas de corticoïdes. Et on met pas de corticoïdes topiques parce que c'est des patients qui ont plus de peau, donc ça sert à rien de leur mettre des crèmes. En fait, ils sont complètement à vif, donc le but c'est vraiment de protéger la peau à vif avec des choses grasses, notamment la vaseline, pour essayer que la peau elle se recolle un petit peu, mais on met pas de dermocorticoïdes. La protection des muqueuses, c'est des personnes qui vont faire qui vont avoir un décollement au niveau de la conjonctive. Donc par exemple pour les yeux, on va leur mettre des lentilles particulières au niveau des yeux et on va essayer de les hydrater au maximum en leur faisant des bains de bouche. La biopsie, c'est systématique quand on suspecte un syndrome de l'AIL. Le rôle des immunoglobulines, alors ça on le fait pas systématiquement. Les immunoglobulines IV, on les fait pour que les personnes elles arrivent un petit peu à avoir elles luttent mieux contre les infections et qu'elles arrivent un petit peu à avoir plus de défense immunitaire. Ça leur fait passer le cap, quoi. Le but de la biopsie, c'est de bien prouver qu'on a une nécrose kératinocytaire. Ah non, ça c'est la dernière question. Donc, est-ce qu'on arrête le traitement AINS ? Est-ce que on peut reprendre le traitement si on met le patient sous antihistaminique? Est-ce qu'on peut reprendre le traitement si on met le patient sous corticoïdes? Est-ce que le médicament il est contre-indiqué à vie? Et est-ce que le médicament on le contre-indique aussi aux enfants du patient? Souvent on réhydrate par du Phi. Je vois la question de Emmanuel, c'est par du Phi qu'on réhydrate. Parce qu'ils vont perdre énormément d'eau, mais aussi de sueur, donc c'est par du Phi. Je vois une question de Jinan. Alors, actuellement, je suis à Mondor en dermato, le centre des références des toxidermies et des LAIOL, et ils mettent pas de corticothérapie IV, trop de risques d'infection, donc si le centre de référence n'en met pas, je pense qu'il faut pas en mettre. Même s'il doit avoir, il y a des indications chez certains patients, mais la plupart du temps, on n'en met pas. Donc, arrêt de l'AINS, et bien sûr, on contre-indique à vie le médicament. On peut pas reprendre on reprend pas le médicament sous couvert ni d'antihistaminique ni de corticoïdes, donc on contre-indique pas chez ces enfants. Donc là c'est l'heure du petit topo. On fait le topo sur la pemphigoïde bulleuse et puis à la fin du premier dossier, vous n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui sont moins claires. Donc la pemphigoïde bulleuse, ça touche le sujet du 4e âge, donc 80 ans, souvent qui a un terrain neurologique, soit démence, soit maladie de Parkinson. C'est des bulles qui sont tendues sur un fond érythémateux avec des démangeaisons très intenses, qui touchent les zones de flexion. Ça peut atteindre les muqueuses, c'est entre 10 et 30%. Ça atteint souvent la muqueuse buccale, mais ça peut aussi toucher la muqueuse génitale. Les médicaments inducteurs, le plus souvent, c'est les diurétiques épargneurs de potassium, mais on peut aussi en avoir avec les glyptines, avec les psychotropes. À prise de sang, on voit qu'il y a trop de PNE, donc une hyperéosinophilie. Il y a un décollement de la jonction dermo-hypodermique à l'histo. L'IF, ça montre un dépôt linéaire. L'IFI standard, ça montre des anticorps anti-membrane basale. On va tout reprendre ça après parce que je sais que les examens complémentaires, ça peut être compliqué pour certains.
Donc on fait histo, IFD, IFI et on fait des ELISA. On voit après la différence. Et le traitement, c'est dermocorticoïde forte classe. Et si on est en échec ou en rechute, on peut mettre corticothérapie faible dose, on peut mettre du métaux. Et après, on met azathioprine, Celsep, Doxy, omalizumab, ça dépend un petit peu des patients. Donc là, je vous ai repris une coupe de la jonction dermo-hypodermique. Donc, j'espère que vous voyez ma flèche. En haut, vous avez les kératinocytes. Les kératinocytes qui sont reliés entre eux par les desmosomes. Et là, on arrive à la jonction dermo-épidermique. La jonction dermo-épidermique, elle est faite par les hémidesmosomes. Et il y a plein de protéines qui sont incluses dans cette jonction dermo-épidermique. On a donc là, il faut comprendre en haut, on est au niveau d'un kératinocyte, et puis après, on est vraiment dans la membrane basale qui contient deux couches, la lamina lucidae et la lamina densa. Donc on a la BP230 qui nous intéresse dans la pemphigoïde bulleuse, qui est une protéine intracellulaire. Cette BP230, elle est reliée à BP180, qui est une protéine qui est transmembranaire, donc entre la cellule et qui arrive dans la membrane. Et après, on a la protéine collagène 7. Le collagène 7, c'est ce qui est ciblé dans l'EBA. Donc vous voyez que dans une épidermolyse bulleuse acquise, le collagène 7, il est beaucoup plus profond que la PB230 et c'est pour ça que les personnes qui ont une EBA vont avoir beaucoup plus d'atteinte muqueuse parce que c'est beaucoup plus profond. Donc vous voyez, BP230, BP180, c'est ce qui est touché dans la pemphigoïde bulleuse et c'est contre ces anticorps, contre ces protéines qui va avoir des anticorps qui vont entraîner des clivages. Là, c'est la clinique. Vous avez des bulles qui sont très tendues sur un fond érythémateux, urticarien, avec des bulles qui sont soit à contenu clair, soit à contenu hémorragique, et les lésions post-bulleuses en haut. Qu'est-ce qu'on fait comme examen? En premier, on fait une histologie. L'histologie, elle se fait au niveau de la bulle. Le but de l'histologie, c'est de voir où se trouve le clivage dans la peau. Donc, histologie, c'est sur la bulle, c'est pour voir où se trouve le clivage. Immunofluorescence directe, c'est en peau saine. Le but, c'est de voir où se trouvent les anticorps dans la peau. Immunofluorescence indirecte, c'est dans le sang. Qu'est-ce qu'on voit quand on fait ce prélèvement? Donc, si on fait l'histologie, on a dit que c'est dans la bulle, c'est pour voir où se trouve le clivage. Donc, quand on fait l'histologie, on voit la bulle, la partie avec le liquide, et là, par exemple, on voit qu'on a l'épiderme qui est totalement respecté avec le derme en dessous, donc on est bien à la jonction entre l'épiderme et le derme. Ça, c'est l'histologie. Et quand on fait l'IFD, donc en peau saine, on voit que les anticorps, on voit que les immunoglobulines, elles sont allées se fixer au niveau de la jonction dermo-épidermique. Après, dans le sang, on fait l'immunofluorescence indirecte qui montre juste qu'on a des anticorps anti-membrane basale, mais on ne sait pas exactement quels sont les anticorps. L'IFI sur peau clivée, qu'est-ce que c'est? On fait une prise de sang qu'on met sur de la peau et on voit si ça se fixe plutôt au toit ou au plancher. Si ça fixe plutôt au toit, ça se voit dans la pemphigoïde bulleuse, dans quelques pemphigoïdes des muqueuses. Et si ça fixe au plancher, ça se voit dans certaines pemphigoïdes des muqueuses et dans le BA. Donc plus on est profond, plus on clive bas dans la jonction dermo-épidermique. Et l'ELISA, ça permet de savoir exactement quels sont les anticorps qui sont touchés. Est-ce que on a attaqué la BP180 ou la BP230 ou les deux? J'ai une question intéressante. BP180 et BP230, c'est exactement, ça correspond à BPGA1 et BPGA2 exactement. BP180 et BP230, leur nom, c'est parce qu'ils font 180 kDa et 230 kDa quand on les met en Western blot, quand on les fait migrer. Est-ce que c'est plus clair, les examens complémentaires, parce que c'est très important de bien faire la différence? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je réexplique pour que tout le monde comprenne bien?
Alors, quand on dit immunofluorescence directe, direct parce qu'on va directement chercher les anticorps dans la peau, alors que immunofluorescence indirecte, indirect parce qu'on est parce qu'on charge dans le sang. Et que en fait, quand on est dans la peau, on va juste avoir un anticorps qui est marqué et qui va aller cibler la peau, alors que quand on est dans le sang, on doit avoir on a plusieurs marqueurs et c'est pour ça que c'est indirect parce qu'on cherche pas directement dans la peau. L'IFI, j'ai une question sur l'IFI sur peau clivée. Donc en gros, on prend de la peau humaine ou la peau de singe qu'on clive, c'est-à-dire qu'on la met dans du sérum physiologique et on la clive. Le but c'est de cliver, ça va se cliver, donc ça va se couper au niveau de la jonction dermo-épidermique. Ça va se cliver au niveau de la lamine, des deux laminas. Donc, soit si ça se clive en haut, ça veut dire qu'on a la BP 180, BP 230 sur le schéma. Si c'est ces anticorps qui sont reconnus, on aura une fixation au toit. Si par contre on clive et qu'on a des anticorps qui sont en bas, on va plutôt reconnaître le collagène 7 et c'est pour ça qu'on sera plutôt dans une EBA. Hugo, je ne sais pas si c'est plus clair. Je vous remets la photo. Hop. Donc quand on fait une peau clivée, on clive au niveau des deux, on clive à peu près dans la lamina lucida. Donc si on clive au toit, on va retrouver la BP 180 et la BP 230, alors que si on clive et qu'on reconnaît au plancher, on va reconnaître le collagène 7 et la partie inférieure de la BP 180. Est-ce que c'est plus clair pour la peau clivée? Cyrine, est-ce que tu as compris aussi ou est-ce que je réexplique une dernière fois? Donc, faut retenir, IFI sur peau clivée positive, au toit, on reconnaît 230-180, donc BP, et clivé au plancher, on reconnaît la partie inférieure de 180, donc plutôt pemphigoïde muqueuse, et le collagène 7, donc EBA. Bon, j'espère que c'est plus clair. Ah, donc Cyrine me dit pourquoi on use une peau de singe? Non, on prend pas la peau du patient parce que la peau du patient, elle est déjà pathologique. Donc on prend. Le but, c'est de prendre la peau de quelqu'un qui est sain. On prend par exemple la peau de chirurgie plastique et de prendre le sérum du patient qui est censé être malade pour voir si le sérum du patient reconnaît la peau saine, parce que le but c'est qu'on voit si le patient il a des anticorps particuliers qui vont marquer. Donc on prend de la peau saine et un anticorps, l'anticorps du patient. Le but c'est de voir dans le sang et c'est pour ça qu'on appelle ça indirect. Bon, je continue. On passe sur le syndrome de Lyell, qui était la deuxième partie du dossier. Donc Lyell, c'est une forme grave de toxidermie, c'est une réaction allergique médicamenteuse, donc une toxidermie tardive. Tardive parce qu'on a des anticorps qui se sont créés. On dit que s'il y a une atteinte de moins de 10% de la surface corporelle, c'est un syndrome de Stevens-Johnson. Plus de 30%, c'est un syndrome de Lyell. Et entre les deux, c'est un syndrome de chevauchement. Donc vous voyez la première photo, on a surtout une atteinte de la bouche avec quelques zones décollées. Et ça, c'était un patient qui avait un Stevens-Johnson. Alors qu'à côté, vous voyez, c'est complètement décollé. Vous avez cet aspect en linge mouillé. Et la peau, elle se décolle complètement. Donc la peau, elle est complètement mise à nu. Là, la dame, elle a son dos complètement mis à nu. Il n'y a plus de peau. Donc ça, c'est un syndrome de Lyell parce qu'on a plus de 30% de peau qui est décollée ou qui est décollable. Le syndrome de Lyell, c'est 7-21 jours. Le J1, quand on dit qu'on compte J1, c'est souvent la fièvre, c'est souvent des gens qui vont avoir des symptômes oculaires, qui vont avoir une pharyngite.
Le J1, le plus souvent, c'est pas le décollement cutané. Le J1, c'est le début de la fièvre. Et puis après, petit à petit, il y a des érosions qui vont apparaître. Il y a cet aspect de décollement cutané qui apparaît. Et là, on a un vrai syndrome de l'aïeul. Ils peuvent avoir des détresses respiratoires parce qu'ils ont un décollement bronchique. Ils peuvent avoir des troubles oculaires. La recherche médicamenteuse, elle est indispensable. Et il y a des terrains génétiques particuliers, notamment l'abacavir, un traitement anti-VIH avec le HLA B5701. Et chez les patients que vous mettez sous abacavir, c'est pour ça qu'on cherche cet HLA, parce qu'il y a beaucoup plus de prédisposition à un syndrome de l'aïeul. Le traitement, on réchauffe le patient, on l'hydrate, on le met sous vaseline et on recherche un sepsis, le plus souvent un point d'appel cutané ou pulmonaire. La mortalité, elle est de 10 à 30% et les patients gardent des séquelles très importantes malheureusement. Ils sont complètement sclérosés au niveau de la peau quand ça cicatrise. Ils vont garder des séquelles oculaires importantes ils vont devenir aveugles, donc très compliqué. Voilà, je vous fais défiler les témoignages de certaines personnes qui sont inscrites à Khalifa. En attendant, vous pouvez me poser les questions sur la pemphigoïde bulleuse ou le syndrome de l'aïeul. Et s'il n'y a pas de questions, on enchaîne sur le deuxième dossier. Alors, j'ai une question. Le pemphigus vulgaire buccal. Donc le pemphigus, il y a deux types. Soit il est superficiel, soit il est vulgaire. S'il est superficiel, il touche que la peau et c'est la desmogleine 1 qui est atteinte. Et s'il est profond, il peut toucher la peau et les muqueuses. Et donc le vulgaire, il touche les muqueuses, notamment buccales, vaginales et anales. Et il est intraépithélial. Je pense que la question c'est pourquoi le pemphigus entraîne des lésions muqueuses alors qu'il est intraépithélial. Et la réponse est parce que la desmogleine 3, elle se trouve à la fois dans l'épithélium kératinisé, mais aussi dans l'épithélium des muqueuses. Et c'est pour ça qu'on a des atteintes muqueuses dans le pemphigus, alors que le décollement est intraépithélial. Et donc il est superficiel. Est-ce qu'on peut avoir un DRESS? Oui, on peut avoir un DRESS abacavir HLA-B 5701, oui. Ça prédispose de toxidermie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La pemphigoïde localisée d'extrémité, oui, on a quelques pemphigoïdes bulleuses qui sont uniquement aux extrémités. Et on les traite de la même façon par des dermocorticoïdes. S'il n'y a pas d'autres questions, on enchaîne sur le deuxième dossier. Donc là, vous avez une jeune femme de 33 ans qui est infirmière, mère de 2 enfants, et qui vous consulte parce qu'elle présente des douleurs articulaires qui touchent les mains et les pieds, d'horaires inflammatoires depuis 3 mois. Elle signale qu'elle a des doigts qui deviennent blancs dès qu'elle s'expose au froid, depuis à peu près 1 an. Elle est asthénique et elle vous dit que sa mère, elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde. Quels sont les diagnostics plausibles? Est-ce que vous évoquez une borréliose de Lyme, une sclérodermie systémique, une polyarthrite rhumatoïde, une fibromyalgie ou un lupus? Donc, arthralgie inflammatoire associée à un probable acrosyndrome, une asthénie, là j'étais un peu large dans les réponses possibles.
Ok. Donc, ça peut être une borreliose de Lyme parce que dans la phase secondaire, les patientes, elles ont des arthralgies, elles sont fatiguées. Ça peut être une sclérodermie systémique et un lupus, ça c'est tout à fait vrai, d'autant plus qu'elle a un acrosyndrome et des douleurs articulaires et qu'elle est fatiguée. Et ça peut être une polyarthrite rhumatoïde, même si l'âge nous évoque peu cette pathologie, mais vu qu'elle a un terrain familial, on peut l'évoquer. La fibromyalgie, non. Sachant que la fibromyalgie, souvent, c'est des douleurs plutôt mécaniques. Et puis, on ne l'évoque pas en première intention, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, vous voyez la patiente et à l'examen clinique, elle présente ses lésions. Elle a aussi une synovite interphalangienne proximale au niveau des deux mains. Et vous voyez, elle a des lésions érythémateuses, des plaques érythémateuses qui sont au niveau des doigts et qui respectent les articulations. Et au niveau du visage, elle a des petites papules érythémateuses qui sont au niveau des pommettes, qui sont au niveau du nez. Et donc, je vous demande, quelles sont les lésions que vous voyez? Est-ce que ça, c'est un vespertilio? Est-ce que ça vous évoque une rosacée, une dermite séborrhéique, des papules de Gautron ou un érythème en bande? Très bien. Donc, dans le contexte, il fallait évoquer un masque de loup ou vespertilio. La rosacée, ça peut donner ce type de lésion, mais là, le contexte vous oriente pas vers une rosacée. La dermite séborrhéique, non. La dermite séborrhéique, c'est des petites squames qui se trouvent au niveau des sillons nasogéniens, donc ici. Les papules de Gautron, non. On va voir dans la suite du dossier qu'est-ce que c'est. Et un érythème en bande, oui. Donc là, vous avez un érythème en bande qui respecte les articulations. Devant ces lésions, quel est votre diagnostic le plus probable parmi ce qu'on a évoqué tout à l'heure? Est-ce que ça vous évoque une borréliose de Lyme, une sclérodermie, une polyarthrite, un lupus ou une dermatomyosite? Donc vous avez un masque de loup et un érythème en bande. Très bien, le diagnostic le plus probable, c'est un lupus érythémateux. Donc vous évoquez un lupus systémique. Sur le plan biologique, cette patiente elle a une anémie normocytaire à 10 grammes, une petite thrombopénie associée, une créate qui est normale, des enzymes hépatiques qui sont normales, une CRP à 7, une vitesse de sédimentation à 80, lesquelles vous paraissent nécessaires si vous partez dans le cadre d'un lupus. Est-ce qu'on lui fait une EPP, une protéinurie sur échantillon, des facteurs antinucléaires? Est-ce qu'on lui fait un myélogramme ou est-ce qu'on lui fait une ferritine? Ok, très bien. Donc on lui fait une EPP devant anémie normocytaire plus thrombopénie, même si je suis d'accord qu'il va falloir aussi chercher les réticulocytes, mais c'était pas proposé. Une protéinurie sur l'échantillon, oui, parce que le but c'est de savoir si elle a une atteinte rénale de son lupus. Les facteurs antinucléaires, oui, ça c'est pour nous confirmer le lupus. Myélogramme et ferritine, non. La patiente, elle a une hypergamma-globulinémie polyclonale. Elle a une protéinurie qui est négative et elle a des anticorps antinucléaires qui sont positifs à 1 sur 1280.
quels sont les anticorps qu'on peut retrouver au cours d'un lupus? Est-ce qu'on retrouve des anticorps anti-ADN natifs, des anticorps anti-SSA, anti-polymérase 3, anti-MDA5, anti-SM? Justine me demande pourquoi on ne fait pas la ferritine. Là, c'est une anémie qui est normocytaire. Donc, on fait plutôt la ferritine quand c'est microcytaire. Très bien. Dans le lupus, on peut trouver des anticorps anti-ADN natifs et anti-SM, mais aussi des anticorps anti-SSA, qui sont aussi trouvés dans le syndrome de Gougerot. Les anticorps anti-polymérase 3, est-ce que vous savez, ça se voit dans quelle maladie? Très bien, ça se voit, les antipolymérases 3, ça se voit dans la sclérodermie. Et les anti-MDA5, ça se trouve dans quelle maladie? Anti-MDA5, est-ce que vous savez, ça se voit dans quelle maladie? Très bien, Cyrine. Très bien. Donc dans la sclérodermie, c'est des anticorps anti-polymérase 3, anti-SL70, anti-centromère. Et dans la dermatomyosite, on a des anti-MDA5, des anti-TIF, des anti-JO1, JO1 qui sont surtout dans les myosites, des anti-RNP, on peut en voir. Donc très bien. Là, chez cette patiente, vous voyez, elle vient en hiver et elle a ses lésions. Qu'est-ce que ça vous fait évoquer comme maladie? Est-ce que ça, c'est une érythromalgie, un syndrome de Raynaud, une acrocolose, un acrosyndrome, une acrocyanose? Ok, pas mal de bonnes réponses. Donc c'est un acrosyndrome et le nom exact c'est un syndrome de Raynaud. L'érythromalgie, c'est les patients qui ont les mains très rouges. Ça peut être associé à la maladie de Vaquez. L'acrocolose, c'est le fait d'avoir les mains rouges mais sans avoir de douleur. Et l'acrocyanose, c'est le fait d'avoir les doigts bleus plutôt. Et l'érythromalgie, syndrome de Raynaud, acrocyanose, ça c'est dans les acrosyndromes. Vous évoquez un syndrome de Raynaud atypique et vous examinez les ongles de votre patiente et vous voyez qu'elle a des petites hémorragies en flamèche au niveau des ongles. Dans quelle maladie on peut voir des hémorragies en flamèche? Est-ce qu'on en voit dans le lupus, dans l'endocardite, dans la dermatomyosite, dans le syndrome hyperéosinophilie essentielle ou dans le SAPL? Nesrine, le syndrome de Raynaud, c'est dans les acrosyndromes et pas l'acrocyanose. Syndrome de Raynaud, c'est les doigts blancs, acrocyanose, c'est les doigts bleus, et les deux, c'est des acrosyndromes. Le syndrome de Raynaud peut être douloureux, surtout quand il y a une revascularisation. Donc quand les doigts deviennent rouges, ça peut être douloureux parce que ils ont eu une vasoconstriction et au bout d'un moment, le sang va arriver
va arriver d'un coup et donc ça, cette espèce de micro-revascularisation, ça peut être douloureux. Donc là, question un petit peu plus difficile. Ça se voit dans les endocardites, ça se voit dans le SAPL et dans le syndrome hyperéosinophilie essentielle, les hémorragies en flammèche. Par contre, les micro-hémorragies, ça peut se voir dans la dermatomyosite. C'était un petit piège, pas très gentil. Ça, faut l'apprendre un peu par cœur. Donc, votre patiente, vous restez quand même sur le diagnostic de lupus et vous décidez d'introduire un traitement par plaquenil. Est-ce que le plaquenil est contre-indiqué pendant la grossesse? Est-ce qu'il faut avoir une surveillance ophtalmologique régulière? Est-ce qu'il doit être prescrit chez les patients lupiques? Est-ce qu'il est efficace très rapidement en 2 semaines? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut surveiller le dosage sanguin du plaquenil pour voir si le patient il prend bien son traitement? Ok. Donc le plaquenil, il n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Les femmes qui ont du plaquenil, elles continuent le traitement pendant la grossesse. Il faut avoir une surveillance ophtalmologique régulière. Les 5 premières, donc on leur fait une consultation ophtalmo souvent au début, puis après 5 ans après, et puis au bout de 5 ans, c'est tous les ans. Il doit être prescrit chez les patients qui ont un lupus et c'est efficace plus tardivement, souvent entre 3 et 6 mois. Et on peut vérifier le taux du plaquenil dans le sang pour savoir si les patients prennent bien le plaquenil ou pas. Ça se fait dans le sang. La sœur aînée de la patiente, elle vient vous voir et elle présente ses lésions particulières. Donc vous voyez, vous avez des lésions érythémateuses au niveau des paupières et il y a aussi des lésions érythémateuses des mains, mais par contre, ces lésions érythémateuses, elles sont au niveau des articulations. Contrairement à sa sœur qui respectait les articulations, elle c'est vraiment au niveau des articulations. Et donc, ces lésions, est-ce que ça vous fait évoquer aussi un Vespertilio, une rosacée, un érythème liliacé des paupières, des papules de Gorgotron ou un érythème en bande? Qu'est-ce que ça fait au niveau ophtalmo? Ça peut entraîner des maculopathies œil de bœuf, je crois, le plaquenil. En tout cas, ça peut entraîner des dépôts au niveau de la rétine. Voilà des très bonnes réponses. Donc, érythème liliacé des paupières, oui, ça c'est un peu dans le nom. C'est un érythème au niveau des paupières, comme la damella, c'est typique. Et les papules de Gautron, c'est des papules érythémateuses qui sont en regard des articulations. Donc ça, c'est les lésions typiques. Donc, ça doit vous faire évoquer une maladie. Quelles sont les autres atteintes qui peuvent se retrouver dans la maladie que vous suspectez? Est-ce qu'on peut avoir un déficit moteur, un signe du châle, une sclérodactylie, un signe de la manicure ou un lupus pernio? Cette question, elle est un petit peu plus difficile parce que ça suppose que vous connaissez la maladie que la dame elle a. Ok, voilà des bonnes réponses. Donc, on suspecte une maladie particulière, on refera le point après.
Et dans cette maladie, on peut avoir un déficit moteur, un signe du châle. Le signe du châle, c'est des lésions érythémateuses au niveau des épaules, dans le dos, comme si on avait un châle sur les épaules. On peut avoir un signe de la manicure. Le signe de la manicure, c'est quand on appuie sur l'ongle, c'est douloureux parce qu'il y a une réaction inflammatoire au niveau de la cuticule de l'ongle. Donc là, c'est très rouge, érythémateux, et en fait, quand on appuie sur l'ongle, c'est douloureux. La sclérodactylie, ça se voit dans la sclérodermie. Le lupus pernio, ça se voit dans la sarcoïdose. C'est des lésions qui sont orangées et qui sont au niveau du nez le plus souvent. Donc ça, c'est dans la sarcoïdose. La différence entre les papules de Gautron et les mannes mécaniciens. Les papules de Gautron, c'est des lésions érythémateuses qui sont vraiment au niveau des articulations. C'est vraiment le fait d'avoir des papules au niveau des articulations. Les mains de mécaniciens, c'est des mains, c'est souvent des patients, on a l'impression qu'ils sont mécaniciens, donc ils ont les mains abîmées et ils vont avoir des fissures au bout des doigts. Donc c'est vraiment comme les mains de mécaniciens, des fissures au bout des doigts. Ils peuvent avoir un érythème autour de l'ongle avec trop de cuticules et un signe de la manicure. Les mains de mécaniciens, ça nous évoque souvent des myosites. Donc là, on vous dit que la dame, elle a des papules de Gautron avec un signe de la manicure. Elle a des mégacapillaires en dermoscopie, elle a un érythème liliacé des paupières et un signe du châle. Et on retrouve une faiblesse musculaire. C'est quoi le diagnostic qu'on essaye de vous faire trouver? Est-ce qu'on vous oriente vers un lupus, vers une sclérodermie, vers une dermatomyosite, vers une sarcoïdose, vers une vascularite à Anka? Très bien. Là, on veut vous orienter vers une dermatomyosite. Quels sont les anticorps qu'on retrouve dans la dermatomyosite? Anticentromère, anti-MDA5, anti-GAD, anti-TIF1, anti-NXP2. On refera un point après, hein, comme pour l'autre dossier, j'ai mis les petits focus à la fin des dossiers. Donc, dans la dermatomyosite, on peut retrouver des anticorps anti-MDA5, des anticorps anti-TIF, des anticorps NXP2. Les anticorps anticentromères, c'est dans la sclérodermie cutanée, sclérodermie systémique localisée. Alors que les anti-GAD2, les anti-GAD, ça se trouve chez les patients qui ont un diabète de type 1, c'est des anticorps antipancréatiques qui expliquent le diabète de type 1. Petit point sur le lupus. Alors, le lupus, il y a 3 types de lupus. Il y a le lupus aigu, le lupus subaigu et le lupus chronique. Souvent, vous avez du mal à faire la différence. Dans le lupus aigu, qu'est-ce qu'on a? On a le masque de loup. Donc, on a le rash malaire au niveau du nez ou vespertilio. On a des lésions érythémateuses en zone photoexposée. Donc souvent, les patientes, elles arrivent avec un érythème au niveau du nez et des pommettes et un érythème du décolleté. Parce que c'est les zones les plus souvent exposées. On a un érythème au niveau des mains, mais cet érythème, il va respecter les articulations. On peut avoir des érosions buccales. Et l'atteinte systémique, elle est très fréquente. Donc lupus aigu, c'est associé dans 90% à des atteintes autres que la peau, et notamment rénales. C'est pour ça qu'il faut faire une protéinurie sur échantillon pour rechercher une protéinurie positive. Ça, c'est le lupus aigu. Le lupus subaigu, c'est des plaques qui sont érythémateuses squameuses, souvent annulaires et souvent dans le dos. Ça arrive aussi dans les zones photosensibles, donc ça peut arriver des lésions annulaires au niveau des bras. Le lupus chronique. Dans le lupus chronique, on a plusieurs types de lupus. On a le lupus discoïde,
la paniculite lupique, le lupus engelure ou le lupus timidus. Le lupus discoïde, c'est des lésions qui sont atrophiques et cicatricielles, qui arrivent souvent au niveau du visage ou au niveau du cuir chevelu et qui peuvent entraîner une alopécie. La paniculite lupique, c'est une atteinte de la graisse, donc ça entraîne des lésions qui sont un peu sous-cutanées, qui sont au niveau de la graisse, donc souvent les cuisses. Le lupus engelure, ça ressemble à des engelures, donc ça arrive souvent au niveau des orteils, ça peut arriver au niveau des doigts et des oreilles. Et le lupus timidus, c'est des lésions érythémateuses, un peu œdématiées, ça ressemble un peu à des plaques d'urticaire, mais c'est fixe. Donc, il faut bien différencier lupus aigu, lupus subaigu et lupus chronique. Je vous ai mis des photos. Donc, dans le lupus aigu, on a dit qu'on avait une atteinte au niveau des joues et du nez. On peut avoir un érythème en bande qui va respecter les articulations. On a un érythème du décolleté, puisque c'est les zones qui sont photo-exposées. Et on peut avoir des érosions buccales. Le lupus, ça touche beaucoup plus souvent les femmes, comme la plupart des maladies auto-immunes, mais très souvent beaucoup plus les femmes. Le lupus subaigu, c'est des lésions qui sont annulaires le plus souvent et qui sont au niveau du tronc ou du dos. Ça peut toucher toutes les zones photo-exposées, mais c'est vrai que souvent c'est au niveau du dos et c'est des lésions plutôt annulaires. Le lupus chronique, là je vous ai mis différentes formes de lupus chronique. Donc on a dit lupus discoïde avec des lésions qui sont cicatricielles, atrophiques, comme au niveau du visage chez ce monsieur. Les lupus qui font un peu plus plaque d'urticaire mais qui sont fixes, donc ça c'est le lupus tumidus au centre. L'orteil, ça c'est un lupus engelure. Et au niveau de la jambe, c'est des lésions de paniculite, donc de la graisse, au niveau des cuisses et ça entraîne des rétractions parce qu'il y a une inflammation de la graisse. Et donc ça c'est la paniculite lupique. Est-ce que c'est clair pour les trois formes de lupus? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous arrivez à faire la différence ou est-ce qu'il y a... Je réexplique quelque chose? S'il n'y a pas de questions, on passe à la dermatomyosite. On passe à la dermatomyosite. La dermatomyosite, donc atteinte cutanée, ça touche les paupières, ça fait un érythème liliacé des paupières, ça donne des lésions au niveau des articulations, comme on a vu. On peut avoir un signe de la manicure, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens, ils appuient tout le temps sur leur cuticule et ça augmente le cuticule. Ils peuvent avoir un signe du châle, donc on a l'impression qu'ils ont posé un châle sur leurs épaules. Ils sont rouges au niveau des épaules et dans le dos jusqu'à l'autre épaule. Le signe de Holster, c'est comme s'ils avaient des pistolets, donc ils sont rouges au niveau de la face externe des cuisses. Et ils peuvent avoir des mégacapillaires en dermoscopie. Ça, c'est pour la peau. Les dermatomyosites, comme dans le nom, il y a une atteinte dermato et il y a une myosite, donc un déficit musculaire qu'il faut chercher. Sachant que certaines dermatomyosites, il n'y a pas d'atteinte musculaire. L'atteinte pulmonaire est à rechercher aussi. Il peut y avoir des atteintes articulaires. Et il faut rechercher un cancer sous-jacent quand on a une dermatomyosite, et encore plus quand on a des anticorps particuliers, notamment les anticorps type 1. Plein d'anticorps dans la dermatomyosite, anti-MDA5, anti-MI2, anti-TIF1, anti-NEXP2, anti-SAE. Tous ces examens ils sont regroupés dans ce qu'on appelle le dot myosite. Cliniquement, donc papule de Gottron, on a des lésions érythémateuses, des plaques érythémateuses au niveau des articulations. Érythème liliacé des paupières, on a un érythème au niveau des paupières. Mégacapillaire, vous voyez des capillaires qui sont dilatés au niveau de la cuticule des ongles.
signe d'UV, en fait, c'est un érythème du décolleté. Et là, vous avez une hyperkératose au niveau des cuticules, avec un érythème au niveau périinguinal. Et ça, souvent, les patients, ils ont un signe de la manucure. Donc, quand on leur appuie sur l'ongle, c'est très douloureux. Pour finir, donc je vous ai remis les maladies auto-immunes qu'on croit souvent en dermato, le lupus, anticorps anti-ADN natif, anti-SM, syndrome de Gougereau, anti-SSA, anti-SSB, sclérodermie, si elle est localisée, anticentromère, si c'est une atteinte diffuse, anti-topoisomérase ou anti-SCL, dermatomyosite, on vient de les voir, SAPL qui peut être ou non associé au lupus, anticorps anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1, anticorps anti-ACC. Et le syndrome de Sharp qui a réuni un petit peu des atteintes de lupus, un petit peu des atteintes de sclérodermie, un petit peu des atteintes de dermatomyosite, mais sans avoir tous les critères, et c'est des anticorps anti-RNP. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées entre-temps, et s'il y en a d'autres qui arrivent, on va y répondre avant de passer au dernier dossier. Donc, est-ce qu'il y a une temporalité entre lupus aigu, lupus subaigu, lupus chronique? Non, il y a des patients qui arrivent avec un lupus chronique directement. Ils passent pas forcément par tous les stades aigu, subaigu et chronique, et souvent, les patients, ils vont garder leur stade, donc soit ils vont être aigus toute leur vie, subaigus ou chroniques, mais on a des patients qui vont avoir un lupus aigu, puis après leur lupus aigu, il va ressembler à un lupus chronique, et au final, ils ont les deux lupus. Mais on peut avoir un lupus chronique sans avoir un lupus aigu, c'est des types de lésions différentes et des atteintes systémiques différentes, mais les patients peuvent avoir deux types de lupus en même temps. Un lupus bulleux, souvent ça se voit dans les lupus érythémateux. C'est une inflammation tellement importante avec une dermite d'interface, donc il y a une inflammation dans la peau et ça peut entraîner des bulles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour répondre à Martin, oui. Anticorps antipolymérase et anticorps antitopoisomérase, oui, c'est pareil. Pas d'autres questions? On fait le dernier dossier? Alors, le dernier dossier, vous avez un patient de 45 ans qui présente une éruption érythémateuse sur l'ensemble du tégument depuis 7 semaines. Il a de la fièvre et il vous dit qu'il a fait un trek d'une semaine dans le sud de la France il y a 2 mois. Est-ce que ça vous évoque une maladie de Lyme, un énanthème diffus, un lupus érythémateux, une érythrodermie ou une dermatomyosite? Très bien, parfait. Donc là, vous avez un patient qui est rouge de la tête aux pieds et ça fait 7 semaines. Donc le diagnostic, c'est une érythrodermie. Érythrodermie, on pose le diagnostic quand on a une atteinte supérieure à 90% de la surface corporelle depuis plus de 6 semaines, donc une atteinte chronique. Si il a une atteinte de plus de 90% de la surface corporelle, mais ça fait 2 jours, c'est pas une érythrodermie. Érythrodermie, c'est chronique. Qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire devant cette érythrodermie? Est-ce que vous cherchez un prurite intense nocturne, une prise médicamenteuse, un antécédent de psoriasis, une consommation de tabac ou des relations sexuelles non protégées? Ça sous-entend quelles sont les maladies qui entraînent une érythrodermie.
Ok, j'ai des super réponses. Donc, prurite intense nocturne, oui. Euh, on pense dans sa tête à la gale. Prise médicamenteuse, oui. Une toxidermie, ça peut entraîner une érythrodermie. Antécédent de psoriasis, oui. Le psoriasis, ça peut être érythrodermique. Relations sexuelles non protégées, oui. Le VIH, ça peut donner des érythrodermies. Le patient, il vous décrit un prurite important, mais sans prédominance nocturne. Il n'a pas d'antécédent dermatologique, il n'a pas de relations sexuelles non protégées. Et il vous donne son ordonnance, et dans son ordonnance, il y a 10 médicaments. Quelles sont les hypothèses qui restent plausibles? Est-ce que on pense à une gale, à une poussée érythrodermique de psoriasis, à un lymphome cutané, à une toxidermie ou à une maladie de Lennox-Mousson? Donc devant euh, cette érythrodermie, est-ce qu'il y a des hypothèses qu'on a pu éliminer ou est-ce que vous gardez certaines hypothèses? Donc lesquelles sont encore possibles? Ok. Donc là, on peut pas éliminer la gale, hein. C'est pas parce qu'il a un prurite qui n'est pas à prédominance nocturne qu'il a pas une gale. Donc on peut pas éliminer une gale. Le patient, il a peut-être une gale. Une poussée érythrodermique de psoriasis, oui, on peut faire une poussée d'un coup de psoriasis, même si on n'a jamais eu d'antécédent de psoriasis. Surtout que le patient, il a 10 médicaments différents, donc ça se trouve, il prend des bêta-glucans qui peuvent entraîner une énorme poussée de psoriasis. Lymphome cutané, oui. Toxidermie, oui. Et maladie de Lennox-Mousson, non, parce que c'est une maladie qui touche les bébés, donc ça entraîne des érythrodermies, mais ça touche les bébés, enfin les enfants. Donc on reste sur nos hypothèses de départ. Il développe un œdème de la face, de la fièvre, des adénopathies. Là, quelle hypothèse vous devez retenir en première intention chez un monsieur qui prend des médicaments, qui a un œdème de la face et de la fièvre? Très bien. Là, on vous oriente vers une toxidermie, hein. Donc le patient, il a un œdème du visage, il a une érythrodermie mais sans décollement cutané, il n'y a pas de pustule, il y a de la fièvre, il y a des adénopathies, il n'y a pas d'atteinte muqueuse. Vers quelle maladie vous vous orientez? Vers quelle toxidermie? Est-ce que c'est un EMP, un syndrome de l'aïeul, une PEAG, un DRESS ou une phototoxicité? Sachant que ça fait 7 semaines qu'il est tout rouge. La maladie de Lennox-Mousson, en fait, c'est chez les enfants qui ont une dermite séboréique. Les enfants, ils peuvent avoir une dermite séboréique à la naissance et notamment des croûtes de lait. Et quand ça se généralise, ça s'appelle la maladie de Lennox-Mousson. Très bien, parfait. Le DRESS, c'est parfait. Et donc, vous suspectez un DRESS et vous regardez l'ordonnance de votre patient. Quels sont les médicaments qui peuvent être imputables pour ce DRESS? Est-ce que s'il a pris de l'amoxicilline il y a 6 jours, c'est imputable? Du Bactrim il y a 3 semaines, c'est imputable? De la prise d'aspirine depuis 2 ans? Un scanner injecté il y a 1 mois? Et une prise de Bactrim depuis 3 mois? Lesquels vous sont imputables?
Ok. Donc le DRESS, souvent les médicaments imputables, c'est entre la 2e et la 8e semaine à peu près. Donc amoxicilline il y a 6 jours, non. Bactrim il y a 3 semaines, non, c'est pas assez. Aspirine il y a 2 ans, c'est beaucoup trop long. Scanner injecté il y a 1 mois, oui, parce que les produits de contraste iodé donnent des DRESS plus précoces. Donc oui. Prise de Bactrim il y a 3 mois, non, parce que ça fait 12 semaines, donc c'est un peu trop long. Donc Bactrim et injection du scanner, oui. Quelles sont les atteintes d'organes que vous cherchez chez ce patient, sachant qu'il a un possible DRESS? Est-ce que le DRESS, ça touche les reins, le cœur, le foie, les poumons? Est-ce que ça peut entraîner un syndrome d'activation macrophagique? Parfait, vous avez raison. Ça peut entraîner ça peut entraîner toutes les causes. Ça peut entraîner tous les poumons. Donc vous faites un bilan biologique, il retrouve une hyperéosinophilie, mais il n'y a pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas d'insuffisance hépatique. Qu'est-ce que vous faites de ce patient? Est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous lui mettez des dermocorticoïdes? Est-ce que vous lui mettez une corticothérapie générale? Vous le mettez en réanimation? Vous le mettez sous Celcept? Quand vous avez un DRESS syndrome, comment vous le traitez? Très bien. Donc là, vous avez un patient qui est érythrodermique. Les patients qui sont tout rouges, on les hospitalise parce qu'ils vont perdre beaucoup plus d'eau, donc il y a un risque de déshydratation. Donc on les hospitalise en dermatologie parce qu'il n'a pas de signe de gravité. Il n'a pas d'atteinte rénale, pas d'atteinte hépatique. Et c'est justement pour ça qu'on le traite par dermocorticoïdes et non par corticothérapie générale. Quand ils ont un DRESS peu grave, donc c'est-à-dire qu'ils touchent la peau mais sans autre atteinte d'organes, on va les mettre sous dermocorticoïdes. Et quand ils ont une atteinte grave, donc avec des bilans hépatiques très perturbés, des atteintes rénales, là on va les mettre sur corticothérapie générale. On ne met pas sous Celcept. Donc AB. Vous retenez une imputabilité médicamenteuse au Bactrim et aux produits de contraste iodé. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous contre-indiquez la reprise du traitement pour le moment? Est-ce que vous faites des patch tests, des prick tests, ou est-ce qu'on peut reprendre les deux médicaments, deux produits sans test? Alors, on me demande s'il faisait pas un œdème de Quick. L'œdème de Quick, c'est une réaction cutanée qui est précoce. Donc, c'est-à-dire que les patients, ils vont faire une réaction directement après la prise du médicament. Et là, le patient, c'est une réaction tardive qu'il a, parce qu'il a un DRESS, et que ça fait 7 semaines. Donc, non, il faisait pas d'œdème de Quick. Donc là, on contre-indique la reprise des médicaments pour l'instant et on fera des patch tests 2 mois après. On les fait à 2 mois parce qu'il faut que le patient il est guéri totalement de sa maladie. Donc c'est bien des patch tests qu'on fait. L'état cutané du patient, il se normalise avec les dermocorticoïdes et il présente après une éruption cutanée sans signe systémique qui évolue depuis 24 heures. Et il vous dit qu'il a été traité pour une crise de goutte par de l'allopurinol. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une récidive de son DRESS, un syndrome de Lyell, un érythème maculopapuleux?
Est-ce que normalement dans ce type de toxidermie, il n'y a pas d'atteinte muqueuse? Est-ce que l'allopurinol est contre-indiqué définitivement? Donc là, on est devant des macules érythémateuses avec des respeux de peau saine. Ça fait 6 jours et il a pris de l'allopurinol. La différence entre les patchs et les prick tests, les patchs, on met le médicament sous occlusion et on fait un patch, alors que le prick test, on injecte le médicament en sous-cutané. Très bien, donc là, ça nous évoque plutôt un EMP. C'est dans les délais et c'est pas le même médicament que tout à l'heure. Et c'est vrai que normalement, dans les EMP, il n'y a pas d'atteinte muqueuse, ça touche que la peau et normalement, il n'y a pas trop de fièvre. Qu'est-ce que vous en faites quand vous diagnostiquez un EMP à l'allopurinol? Est-ce qu'on fait une déclaration à la pharmacovigilance? Est-ce qu'on arrête définitivement l'allopurinol? Est-ce qu'on le met sous corticothérapie générale ou plutôt en topique? Ou est-ce qu'on peut observer une hyperéosinophilie quand on lui fait la prise de sang, sachant que c'est un EMP? Ok. Donc oui, on fait une déclaration à la pharmacovigilance. Dans les EMP, on les traite par dermocorticoïdes, donc des corticoïdes sur la peau. Et il peut avoir une hyperéosinophilie puisque c'est une réaction allergique à un médicament. Quand on fait des EMP non graves, il n'y a pas d'arrêt définitif à l'allopurinol et on dit même que quand le patient il prend un médicament qui fait un petit EMP et qu'il n'y a aucun signe de gravité, on peut continuer le médicament. On fait un petit point sur le DRESS. Le DRESS, c'est rare mais c'est potentiellement très sévère, avec des atteintes hépatiques et rénales qui sont très importantes. Ça survient entre 2 à 8 semaines. Il y a une altération de l'état général très importante avec de la fièvre. C'est des patients qui sont très fatigués, qui vont avoir des adénopathies. Un œdème de la face très souvent avec des lésions cutanées. Très peu d'atteintes muqueuses, contrairement au syndrome de l'aïeul, et ça peut entraîner un prurite, c'est pas systématique. Ça peut atteindre le foie, le rein, le poumon, le cœur, ça peut toucher un petit peu tous les organes. On peut avoir une hyperéosinophilie avec des lymphocytes qui sont hyperbenzophiles, et souvent on cherche une réactivation virale qui peut se voir dans le DRESS, et notamment HHV6, HHV7, EBV, CMV, parvovirus, B19, ça c'est des virus qu'on voit souvent se réactiver dans le DRESS. On les traite par dermocorticoïdes forte classe et quand on a une atteinte viscérale qui est importante avec qu'on considère grave, dans ces cas-là, on met les corticoïdes par les veines. Donc ça, c'est des images de DRESS avec des patients qui ont des œdèmes du visage très importants associés à un érythème assez infiltré du reste du corps. Et donc là, je vous ai remis un petit peu comment on réfléchit quand on a une toxidermie. Donc, on arrête le médicament et on regarde les critères de gravité. Donc, si le patient il a des pustules associées à de la fièvre et que c'est rouge, on évoque plutôt une PEAG, pustulose érythémateuse aiguë généralisée. Le DRESS, c'est plutôt quand on a un œdème du visage avec des éosinophiles, des adénopathies et des atteintes viscérales. Et quand on a des bulles, soit on a un érythème pigmenté fixe, donc c'est des lésions bulleuses souvent uniques à la prise du médicament,
Et quand on a des atteintes muqueuses, que c'est une atteinte beaucoup plus grave, on va s'orienter vers des syndromes de Stevens-Johnson ou de Lyell. Alors, je vais revenir à certaines questions parce que je crois qu'il y a eu des questions entre-temps. Alors, quand on a un EMP non grave, un érythème maculopapulaire, on n'arrête pas définitivement le médicament. Donc souvent, ce qui est fait, c'est que les patients ils sont testés parce que souvent les patients ils prennent le médicament, ils deviennent tout rouges, donc ils vont arrêter le médicament. Et à partir du moment où le médicament a été arrêté, on doit le tester avant de le reprendre. Donc d'abord ils sont testés et puis après, si c'est en fonction du résultat, ils peuvent ou pas reprendre le traitement. Le fait que le patient ait fait un EMP à un autre sulfamide, est-ce que ça augmente? Alors souvent, là c'est dans le cas clinique, hein, mais souvent ce qui se passe, c'est que les patients qui font un DRESS à des sulfamides, on leur contre-indique le reste des sulfamides parce qu'ils sont beaucoup plus à risque de faire des toxidermies aux autres sulfamides. Donc dans la vraie vie, quand ils ont un DRESS à du Bactrim, on va leur contre-indiquer les autres sulfamides. Est-ce qu'on diminue la dose d'allopurinol en cas de reprise? Donc là, quand on fait un EMP, on diminue pas la dose parce que c'est pas dose dépendant les toxidermies, c'est le corps qui va créer des anticorps contre ces médicaments. Et donc même si le patient il reprend une toute petite dose et qu'il a fait une toxidermie importante, il va refaire sa toxidermie. Un patient par exemple qui fait un syndrome de Lyell à la lamaline ou l'amygdale, il va refaire le même Lyell même si on lui donne 1/100 de la dose qu'il a eue. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les syndromes de Lyell, dans les DRESS très importants, dans les PEAG graves, on ne peut pas reprendre le médicament, c'est contre-indiqué à vie parce que quelle que soit la dose qu'il va reprendre, il va faire une énorme toxidermie. Bon, comme vous l'avez vu, on est à la fin de la conf. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'on revient sur certains points? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Sachant qu'on est allé un petit peu vite sur certains points. Parce que je voulais pas vous perdre non plus et je voulais pas qu'on finisse trop tard. Mais on peut revenir à certaines choses et on peut répondre à certaines questions. Après un DRESS, le médicament déclencheur est contre-indiqué Après un DRESS, le médicament déclencheur, il est contre-indiqué à vie. Là, par exemple, si un patient fait un DRESS au Bactrim, le Bactrim, il est contre-indiqué à vie. C'est contre-indiqué à partir du moment où c'est une toxidermie grave. Donc, PEAG grave, DRESS grave et DRESS pas grave dans tous les cas. Et Lyell, tout ce qui est considéré comme toxidermie grave, DRESS, Lyell et PEAG, c'est contre-indication à vie du médicament déclencheur. La différence entre le DRESS et le Lyell, déjà, ça n'a pas la même durée. Le Lyell, c'est entre 7 et 21 jours. Le DRESS, c'est entre 2 à 6 semaines. Dans le Lyell, c'est vraiment une toxidermie très grave avec la production de toxines très importantes, d'anticorps très importants qui vont entraîner un décollement de la peau entièrement. Alors que dans le DRESS, on va avoir une réaction à la fois cutanée mais à la fois systémique avec tous les organes qui vont être atteints. Donc c'est des anticorps qui vont aller atteindre le foie avec des gens qui ont dizaines de cytolyses, qui vont atteindre le rein et qui vont atteindre la peau. Mais c'est pas du tout la même clinique. Je vous remets le tableau de récap de syndrome de Lyell. Celui-là, je pense. Peut-être celui-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des questions sur des choses qu'on n'a pas abordées aujourd'hui? La différence entre le syndrome de Lyell et le syndrome de Stevens-Johnson. Dans le syndrome de Lyell, on a une atteinte de plus de 30% de la surface décollable. Dans le syndrome de Stevens-Johnson, moins de 10%. Et entre les deux, c'est un syndrome de chevauchement. Mais il n'y a pas de différence histologique ni physiopathologique. C'est juste des patients qui sont plus ou moins atteints.
Le Plaquenil, c'est utilisé dans plein de maladies, c'est utilisé dans le lupus, ça peut être utilisé dans la dermatomyosite, ça peut être utilisé dans plein d'autres maladies, c'est pas que dans le lupus. On va pas le donner quand les patients ils ont un syndrome sec seul, mais ça peut être donné s'ils ont un syndrome sec associé à un lupus. Quand ils ont un syndrome sec seul, on leur donne souvent des choses qui vont stimuler leur salivation et on peut leur donner des choses pour hydrater la peau, mais on les met pas sous Plaquenil. On les met sous Plaquenil s'ils ont autre chose d'autres atteintes. Maladie auto-immune et acte esthétique, ça dépend de l'évolution de la maladie, s'ils ont une maladie très active ou une maladie qui est en rémission depuis 5 ans. Bon, bah s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que c'était clair, que ça a répondu à certaines de vos questions et que ça vous a donné envie de voir d'autres vidéos de dermato, sachant que toutes les autres qu'il y a sur Cartesia, ça touche des sujets tout à fait différents, parce que là j'ai essayé de faire des dossiers qui sont uniques pour que les gens qui sont à Cartesia aient d'autres dossiers. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, et bah, bonne soirée, et puis s'il y a des questions pour les gens qui sont à Cartesia, vous n'hésitez pas à les mettre sur le chat.